Coucou les loulous, du coup ce soir on se retrouve pour la correction de la colle numéro 1 distancielle. Donc cette vidéo elle est un petit peu particulière puisqu'on ne sera pas en live à proprement dit, mais si tout se passe bien normalement vous pourrez poser vos questions sur le chat comme d'habitude. Du coup bon, j'espère que ça s'est bien passé et on va passer tout de suite à la correction du QCM1. Du coup pour le QCM1 les réponses étaient A, E. Ces définitions, elles se trouvent dans le tout premier cours du professeur Vernègre, mais on va dire que c'est pas le plus important à retenir, il faut les connaître, mais ne vous prenez pas la tête sur ça. Mais on va quand même corriger du coup. Item A, du coup c'était vrai, l'anthropologie de la santé, c'est bien une science sociale qui étudie l'être humain dans son contexte. En gros, elle va étudier tout ce qui est culture et organisation sociale. Mais attention, il ne faut pas la confondre du coup avec celle de l'item B, donc l'anthropologie sociale et culturelle. Elle étudie la manière de faire, de transmettre ou d'agir entre les groupes. Du coup, on avait inversé avec l'item C. L'anthropologie physique, elle étudie la biométrie et la génétique. Donc elle va plus être, on va dire, scientifique. Elle va plus étudier des phénomènes scientifiques. L'item D, du coup, était faux. L'anthropologie de la maladie étudie la façon dont les individus répondent à la maladie. Donc, c'est pas l'anthropologie médicale. L'anthropologie médicale, ça va être plus des analyses pour aider les médecins dans leur pratique. Voilà, donc et du coup, l'item E était vrai. Donc, c'était bien AE. QCM2, on revient un petit peu dans les cours un petit peu plus classiques du professeur Verlinègre. Donc là, c'était concernant la protection sociale. Donc il n'y avait que l'item C de juste. Item A, faux. Les droits civiques apparaissent au XVIIIe siècle et pas au XXe siècle. Et les droits sociaux apparaissent au XIXe et pas au XVIIIe. Donc pour ça, on a un petit moyen mémotechnique. En gros, la catégorie des droits, elle suit un ordre alphabétique dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que les droits civiques apparaissent en premier, donc la lettre C, les droits politiques et économiques après, et les droits sociaux en dernier au XXe siècle. Donc en fait, la première lettre de tous les adjectifs des droits sont classés dans l'ordre alphabétique en fonction de leur année. L'item C, du coup, était vrai. La protection sociale regroupe les aides permettant une vie décente à chacun face au risque social qui augmente les besoins et diminue les revenus. Ça, c'est la définition classique de la protection sociale qu'il faudra connaître. L'item D était faux. La couverture des risques physiques, c'est la sécurité sociale qui s'en occupe. On peut aussi trouver les mutuelles qui s'y rajoutent. Et l'item E était faux, c'est Pôle emploi ou l'UNEDIC qui s'occupe des risques économiques. Donc on avait inversé les items D et E. Pôle emploi ou UNEDIC, c'est les deux noms pour à peu près le même organisme. Pôle emploi, c'est le nom pour l'organisation locale, alors que UNEDIC, c'est le nom pour l'organisation nationale. Voilà. Et QCM3, dernier QCM pour moi, donc toujours concernant la protection sociale. Et ici, on avait les lettres A, B, C, D qui étaient justes. L'item A est vrai, le modèle bismarckien est assurantiel, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, ça fait partie de la définition du modèle bismarckien. L'item B était aussi vrai, la généralisation et la gestion assurée par employeurs et salariés sont des objectifs atteints. Et là, pareil, on a un autre petit moyen mémotechnique. Les deux commencent par la lettre G et qui font gagner. Donc on peut dire qu'ils sont atteints, contrairement aux deux autres objectifs de la sécurité sociale. L'item C était aussi vrai, la création de la CMU est antérieure à la création de la PUMA, puisqu'on rappelle que la PUMA remplace en 2016 la CMU, donc il fallait bien qu'elle soit antérieure pour que la PUMA la remplace. L'item D est vrai aussi, les institutions de retraite font partie des 4 organismes de prestations complémentaires, donc au même titre que les organismes mutualistes, les assurances mutuelles, les compagnies d'assurance, l'État et les collectivités locales. Et l'item E était faux, donc c'était pas 90%, c'était 80%. Ça pareil, c'est un petit chiffre qu'il faut connaître. Ça reste beaucoup, c'est quand même pas 90%, mais ça reste beaucoup. Du coup, voilà, moi c'est fini pour moi. Je vous laisse avec le reste de l'équipe et je vous fais plein de bisous. Ok, coucou tout le monde, c'est Théo. Du coup, on se retrouve ici pour la correction du QCM3. Bon, désolé, on fallait que moi y voir. Le son n'est pas terrible, je sais. Donc, je m'excuse d'avance pour ça. Du coup, QCM4, c'était les réponses B et D. Donc, item A, c'était le régime général sous la gestion de l'État. Donc, ça, c'est faux. C'est indépendance et de gestion autonome par un conseil d'administration. Par contre, l'État fixe le taux de cotisation à verser pour les employés et les salariés.
Item B, c'était le régime général comporte uniquement la branche assurance maladie, assurance vieillesse et allocation familiale. Donc ça, c'était vrai. Item C, c'est faux. Les caisses d'allocation familiale ne représentent pas la caisse régionale, mais la caisse locale de la branche allocation familiale. Donc ça, faites attention. Et item D, c'est vrai, les régimes particuliers font appel au régime général pour les prestations en nature de l'assurance maladie. Donc, pour ces régimes-là, c'est juste ouais, c'est les prestations en espèces qui changent. Donc voilà, et pour l'item E, c'était faux. Les régimes spéciaux sont déficitaires et non viables. Pour rappel, les régimes spéciaux, c'est les marins pêcheurs, c'est aiment bien ça, les agents SNCF, etc. Et par contre, par exemple, les régimes sous le RSI, donc qui représentent les professionnels de santé, notamment libéraux, donc les médecins libéraux, etc. Là, c'est viable et c'est rentable pour l'État. Donc voilà, on va passer au QCM 5. Donc c'était uniquement la réponse D. Donc l'item A était faux, l'aide médicale d'État ne concerne que ceux qui ne peuvent pas avoir la CNU. Donc c'était la PUMA. Rappelez-vous bien que la CNU, juste comme ça, c'est la CNU de base. Et ça n'existe plus, ça a été remplacé en 2016. Donc ça, faites attention, par contre, la CNU complémentaire existe. B, c'était faux également. On compte environ 300 000 bénéficiaires au 31 décembre 2016. Donc ça, voilà, on parle bien de l'AM dans ce cas-là, et non pas 600 000. Item C, faux, les bénéficiaires peuvent être des personnes étrangères en situation irrégulière et pas régulière, donc ça, voilà. Item D, vrai, pour en bénéficier, il faut résider de façon stable en France et ne pas dépasser un plafond de 721 par mois de revenus. Ça a sûrement varié, genre peut-être que c'est maintenant 750 euros, des choses comme ça. Mais bon, c'est un ordre de grandeur, quoi. Donc c'était vrai. Et l'item E, c'était faux. L'aide aux personnes handicapées propose un tour d'un fauteuil roulant gratuitement, donc non, là, il ne faut quand même pas exagérer. Mais il y a quand même des fortes aides, notamment de ménage, d'aide pour l'hébergement, etc. Donc voilà, on va passer au QCM 6. Donc QCM 6, c'était les réponses A, C et D. Donc l'item A vrai, la grille nationale Agir sert à évaluer le degré de dépendance et ouvre le droit à l'APA, donc de la base de l'allocation de personnalité d'autonomie. Je sais que M. Arnec vous a parlé d'allocation pour les personnes âgées, etc. Donc ça, nous, officiellement, on ne l'a pas vu, donc il faudrait voir avec lui ce qui est vraiment pour lui là-bas. Donc ça, il faudrait que quelqu'un aille demander si c'est possible. Item B, c'est faux. Les personnes peu ou pas dépendantes sont les GIR 5 et 6 et non pas 1 ou 2. Vraiment, GIR 1, c'est les personnes très très dépendantes, tandis que 5 et 6, ben, c'est des petites aides, moins voilà, une infirmière qui doit passer de temps en temps, où il y a besoin de personnes pour les transporter, etc. Item C, c'est vrai, les montants maximum de l'APA varient selon le degré de perte d'autonomie. Euh, du coup, voilà. Item D, c'est également vrai, une personne GIR reçoit 3 fois plus d'aide qu'une personne GIR 4. Ça paraît logique. Donc, le GIR 1, il y a beaucoup, ce sont des personnes vraiment très dépendantes. Donc, ben, il va avoir besoin de plus d'aide, et notamment économique, parce qu'on a plus besoin d'infirmières, etc. Donc, ces personnes-là vont être plus aidées. Et après, l'item E, c'était faux, donc c'était à domicile. Donc là, il faut faire attention à ça. À domicile, c'est les taux de naissance du GIR 4 en établissement. Il me semble que c'est le GIR 2. Ouais, donc ça fait attention. Et le GIR 4, ben, en gros, c'est des personnes ouais, où on a besoin de les transporter. Donc, des fois, il faut les aider pour la toilette. Donc des fois, il y a des infirmières qui viennent. Mais c'est à domicile, tout ça. Donc voilà. Après, on passe au QCM7, pardon. Donc là, c'était les réponses C et E. Donc l'item A, c'est faux. Les caisses nationales d'assurance maladie négocient les conventions médicales avec les syndicats des professions libérales. Ouais. Là, c'était pas les établissements de santé, etc. Donc ça, tout simplement pour retenir, les professions libérales, c'est ce qui représente le plus d'argent. Du coup, ben, moi, je me disais, ça veut eux qui négocient et l'assurance maladie s'occupe des professions libérales et non pas l'ARS. L'ARS ne s'occupe pas des professionnels libéraux, ça, vous oubliez ça. L'item B était faux, donc c'était pas l'ANSM, c'est l'ANSES qui évalue les propriétés fonctionnelles et nutritionnelles des aliments. Donc là, c'est vraiment
C'est marqué dans la dénomination, genre c'est Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail. Donc là, vous voyez l'alimentation, donc ça parlait de logique. Regardez bien ça peut aider. Après, IMC, c'est vrai, Santé publique France veille sur les risques sanitaires et tient le registre des pathologies à la déclaration obligatoire. Donc ça, c'était vrai. Oui, donc pour revenir à Santé publique France, on m'a posé une question hier en permanence. En gros, Santé publique France, ça existe. Bon, l'agence existe que depuis 2016. Avant, c'était l'INVS et l'INPES, il me semble. Alors, en gros, moi, je dis ça parce que M. Vermenègre, en call de fac, il avait mis l'année dernière que, genre que l'Agence nationale de santé publique France remplaçait l'INVS et il considérait ça comme vrai. Donc voilà, faites attention à ça, mais en gros, l'INVS et l'INPS n'existent plus aujourd'hui. Maintenant, ça a été réuni sous l'Agence santé publique France depuis 2007. Donc voilà, j'espère que ça sera plus clair pour vous. Ou bien vous poser des questions sur Community. Du coup, item B, c'est faux, c'est la santé publique France qui lance l'alerte sanitaire. L'HAS, ouais, la haute autorité de santé, genre, ça organise, c'est le côté administratif, quoi. Et item E, c'est l'ORPI, donc l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui surveille les travailleurs exposés à l'environnement nucléaire. Donc ça, c'est vrai. Dernier. Ok, du coup, on se retrouve pour le QCM8. Donc, les réponses étaient bien A, B, C et E. Donc là, le diapo, il n'est pas à jour, donc c'est pas très important. Du coup, excusez-nous pour ça quand même. Donc, pour l'item A, c'est vrai, le HCERES évalue bien les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et aussi les CHU. Item B, c'est également vrai. Donc, le CNSS est sous la dépendance des directeurs et des présidents du conseil scientifique, de l'ANSM, donc de l'ANSES, de Santé publique France et des ministères de tutelle. Donc, ça va retenir. Je sais que c'est pénible à retenir. Faites-vous un tableau. Moi, beaucoup faisaient ça. Et relisez, ça va rentrer. Aussi, je sais pour les fonctions de vigie, etc., c'est assez complexe, ça. Faites-vous des tableaux. Il y a une fiche normalement qui est sortie d'ailleurs. Item C, c'était vrai, le CNSS a pour rôle d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population, ça c'est vrai. Et l'item D, alors là c'était faux, c'est pas la conférence nationale de santé qui définit le PLFSS, donc le projet de financement de loi de financement de sécurité sociale, c'est le Haut Conseil de santé publique. Donc voilà. Et la CNS, le CNS, ça s'occupe des rapports sanitaires, des priorités sanitaires à établir, etc. Voilà pour ça. Et du coup, les derniers items du CMI, c'était vrai, item E. Donc, les organismes de recherche sont l'INSERM, le CNRS et le CEA. Donc, ça, de toute façon, vous voyez la dénomination de l'INSERM, le CNRS et le CEA, ben, vous voyez qu'il y a recherche. Généralement, il y a recherche. Pour le CEA, c'est Centre pour l'énergie atomique. On comprend que c'est quelque chose de recherche. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Désolé là encore pour ce dernier diapo qui n'est pas à jour et à bientôt à la semaine prochaine. Allez, bisous. Ok, du coup, concernant le QCM9, les réponses c'est BCD. Donc la A c'est faux, l'HAS, Haute Autorité de Santé, intervient au niveau national et du coup elle n'intervient pas au niveau régional et départemental. Régional c'est l'ARS et départemental c'est le conseil départemental. Du coup l'item B c'était vrai, l'ARS, Agence régionale de santé, se charge du contrôle de l'environnement et de l'habitat. L'item C, c'était vrai aussi. Le conseil départemental joue un rôle dans la promotion de la santé de la famille et de l'enfant grâce à la PMI, protection maternelle et infantile. Du coup, on vous rappelle que le conseil général, c'est juste l'ancien nom du conseil départemental. Donc, c'est pas deux choses différentes. L'item D, c'est vrai, la commune comprend le service municipal d'hygiène. L'item E, les caisses départementales des organismes de l'assurance maladie distribuent les prestations en espèces et en nature. Donc la branche vie assurance vieillesse n'intervient pas au niveau départemental. Du coup, pour le QCM9, c'était BCD.
Donc ensuite, QCM 10 au niveau départemental dans le système de santé français intervient donc item A, la commune, item B, les organismes de l'assurance maladie, item D, le conseil départemental et item E, l'assurance régionale de santé, donc l'ARS. Et du coup, l'HAS, la haute autorité de santé, elle n'intervient pas du tout au niveau départemental, mais elle intervient au niveau national. Du coup, QCM 10 c'était ABTE. Donc QCM 11, concernant les ordres professionnels, les réponses étaient ACE. Donc l'item A c'était vrai, les professions paramédicales ont comme les professions médicales un code de déontologie. L'item B c'était faux, l'ordre des médecins a été créé par l'ordonnance du 24 septembre 1945, donc encore ordonnance et loi, il faut faire très attention. Item C c'était vrai, l'ordre des médecins assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, donc ça c'était vrai. Item D, c'était faux, le conseil départemental a pour mission d'établir et de tenir le tableau de l'ordre. Et item E, c'était vrai, la radiation définitive du tableau de l'ordre est appliquée par les conseils régionaux. Donc là, il faut juste apprendre qui fait quoi. Voilà, du coup, QCM 11 c'était ACE, QCM 12 c'était BCE. Donc, l'item A, c'était faux. L'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, est chargée d'une fonction de vigie et d'étude. Donc, ceux qui exercent les fonctions de vigie et de conseil, c'est le Haut Conseil de la Santé publique. Du coup, ça, on vous a sorti des fiches sur Community qui récapitulent chaque institution avec ses fonctions. Et pareil pour le QCM 11, je crois que pareil, on vous a sorti toutes les fiches de toute façon. Du coup, l'item B c'était vrai, le CNSS, Comité National de Sécurité Sanitaire, assure une fonction de surveillance, donc de veille, ça c'était vrai. L'item C c'était vrai, une des structures impliquées dans la fonction contrôle et l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Du coup, ceux qui sont aussi impliqués dans la fonction de contrôle, c'est l'ANSES, donc Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, et aussi l'OCPRI, donc Organisme central de protection contre les rayonnements ionisants. Et l'item D, c'était faux, la fonction communication est assurée par le HEPS, École des hautes études de santé publique, et l'item E, c'était vrai, l'INSERM, Institut national de la santé, de la recherche médicale, exerce une fonction d'étude. Donc là, vraiment, c'est pareil, il faut vraiment que vous fassiez une fiche qui fait quoi, parce que comme ça, c'est assez chaud. Du coup, QCM, donc les bonnes réponses étaient B, C, E. QCM 13, concernant la réforme Juppé-Barrot, les réponses étaient aussi BCE. Du coup, l'item A, c'était faux, c'est l'ordonnance Juppé-Barrot qui date d'avril 1996. Du coup, il faut vraiment faire attention à ne pas confondre ordonnance et loi. Les ordonnances, en fait, c'est des lois qui ne sont pas discutées. Du coup, l'item B, c'était faux, le secteur libéral est traité dans cette ordonnance, encore. L'item C, c'était vrai, la réforme a permis de regrouper les établissements privés et les établissements publics sous la même tutelle. L'item D, c'était vrai, la réforme Juppé-Barrot de 1996 met en place les conférences régionales de santé et d'autonomie, CRSA, et la conférence nationale de santé, CNS. Du coup, l'item E, c'était faux. Les conférences régionales de santé et de l'autonomie, CRSA, comprennent un jury de 8 à 10 personnes désignées par le préfet. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment apprendre qui fait quoi. Et pour les lois, c'est pareil, on vous a sorti une fiche qui reprend chaque loi avec ce qu'elle a fait et l'année. Hello, donc c'est Margot, j'espère que la partie sur la toxico s'est bien passée et du coup je vous retrouve pour la corriger. Donc du coup pour le QCM 14, les réponses D et E. Alors du coup, concernant les drogues et les conduites addictives, donc le A était faux parce que l'opium n'est pas un produit sédatif d'origine synthétique mais un produit sédatif d'origine naturelle provenant du pavot.
le pavot qui est une plante, et du coup, l'opium, ça va être le latex blanc qui va être extrait de la plante, le pavot. Voilà. Du coup, l'item B était faux parce que c'est pas l'héroïne qui est considérée comme le chef de file des opiacés, mais c'est la morphine. L'item C était faux parce que c'est pas la cocaïne, mais c'est la codéine. La cocaïne, elle n'appartient pas à la famille des opiacés, donc il faut faire attention, mais voilà. Et du coup, l'item D, on incise les capsules de pavot afin de récupérer l'opium sous forme de latex blanc. Donc c'est ce que je vous expliquais dans l'item A. Donc cet item était vrai. Et pour l'item E, le concept de toxicomanie naît avec la morphine à partir du 19e siècle. Donc cet item-là était bien vrai. Donc les items vrais sont D et E. Ensuite, pour le QCM 15, donc toujours concernant les drogues et les conduites addictives, les items vrais étaient les items A, D et E. Alors, l'item A, le niveau d'usage de la morphine, se trouve actuellement dans une phase de baisse. Donc cet item-là, il est vrai. Pour l'item B, l'usage actuel de l'héroïne est rare en France, alors que le niveau d'expérimentation, il est élevé. C'est faux parce qu'il est faible. Donc l'usage actuel, il est d'environ 0,2% et l'expérimentation est de 1,2%. Donc ça reste faible, c'est pas élevé. Donc l'usage actuel, pour rappel, c'est pareil que l'usage dans l'année. Et ça veut dire qu'il y a eu une consommation au moins une fois au cours de l'année. Alors que l'expérimentation, c'est au moins un usage au cours de la vie. Voilà, juste un petit rappel. Pour l'item C, il était faux. On estime en France qu'environ un adulte sur 100 et pas sur 10 a déjà expérimenté l'héroïne. Donc le pourcentage, il était d'environ 1%, du coup un jeune adulte sur 100. Voilà, et pas sur 10. L'item D, les consommateurs traditionnels d'héroïne utilisent principalement l'injection. Cet item-là, il était vrai. L'item E, l'usage récréatif d'héroïne concerne surtout les jeunes adultes. Cet item-là aussi, il était vrai. Donc l'usage récréatif, c'est quand le drogué, il utilise les drogues de façon assez occasionnelle. Voilà pour le QCM 15. Ensuite, pour le QCM 16, les items vrais, c'était les items A, C et D. Alors pour l'item A, le passage très rapide du sang vers le système nerveux central induit l'effet flash recherché par le toxicomane. Voilà, il était vrai. Pour l'item B, la concentration maximale est atteinte plus rapidement lorsque l'héroïne est injectée en intraveineux plutôt que lorsqu'elle est inhalée. Vous aviez eu l'inverse en item. Donc du coup, la concentration maximale, elle est de 2 minutes par intraveineuse et inférieure à 5 minutes en inhalation. Quand on injecte un produit en intraveineux, ça va directement dans le sang. Donc la concentration maximale dans le sang, elle va tout de suite être... en 2 minutes, elle va être maximale. Alors que quand on l'inhale, il va falloir qu'elle fasse un petit bout de chemin avant d'arriver dans le sang. Donc elle va mettre plus de temps. Je ne sais pas si c'est clair. Mais voilà, donc c'est assez logique une fois qu'on a compris ça. Donc du coup, pour l'item C, il était vrai, la présence de 6-monoacétylmorphine, 6-MAM, signale forcément une consommation d'héroïne. Parce que la 6-MAM, du coup, c'est un métabolite spécifique de l'héroïne. Donc ça signe forcément une consommation de cette drogue. Ensuite, pour l'item D, après une consommation d'héroïne, on peut retrouver de la morphine entre 12 et 24 heures dans le sang. C'était vrai. Et pour l'item E, les analyses urinaires n'ont pas une fenêtre de détection fiable pour confirmer une consommation
d'héroïne. Donc les analyses urinaires, elles ne sont pas très utiles pour confirmer une consommation d'héroïne. Voilà. Du coup, ce thème-là était faux. Donc les réponses, c'était bien A, C et D. Ensuite, pour le QCM 17, les réponses, enfin il n'y en avait qu'une, c'était l'item B. Donc, pour l'item A, l'héroïne est un produit très liposoluble et pas hydrosoluble. Cela permet un passage rapide à travers la barrière sang-cerveau ou hémato-encéphalique. Ça veut dire la même chose. Voilà. Pour l'item B, l'effet flash est intense et bref de type orgasmique. Donc cet item-là, c'était le seul qui était vrai. Pour l'item C, la phase d'effet flash de l'héroïne n'excède généralement pas les 30 minutes. Et vous aviez dure en général quelques heures. Donc c'est faux, l'effet flash il est assez bref quoi. Voilà. Pour l'item D, l'effet flash peut s'accompagner d'effets indésirables comme l'hypotension et pas l'hypertension. Voilà, donc faut essayer de se souvenir que les effets indésirables de l'héroïne, du coup, ce sont la dépression respiratoire, la bradycardie, donc ralentissement du cœur, l'hypotension, donc une chute de la tension, hypertension c'est l'inverse, la somnolence et l'hyperglycémie. Donc là, il faut faire gaffe parce que du coup, il y a dépression respiratoire, bradycardie, enfin, tout se ralentit, à part le fait qu'il y ait une hyperglycémie. Donc c'est la petite subtilité qu'il faut retenir. Mais voilà. Du coup, pour l'item E, la dépendance à l'héroïne s'installe au bout de quelques injections. Vous aviez dès la première injection. Donc la dépendance à l'héroïne, elle est assez prompte à s'installer, c'est-à-dire qu'elle s'installe assez rapidement. Mais il faut quand même quelques injections pour que cette dépendance s'installe justement. Du coup, ça c'était le QCM 17. On passe au dernier QCM pour moi. Le QCM 18, les réponses c'était C et E. Alors, pour l'item A, il était faux parce que la méthadone et la buprénorphine et pas la naxolone sont des TSO. Donc ça, il faudrait que vous le sachiez, TSO, que ça veut dire traitement de substitution aux opiacés. Ce ne sera pas toujours mis entre parenthèses, parce que il me semble que le professeur Saint-Marcoux vous demande de le savoir. Donc voilà. Et du coup, la naloxone est un antagoniste pur, alors que les traitements de substitution aux opiacés sont des agonistes. Donc la naloxone n'avait rien à faire là. Pour l'item B, la buprénorphine n'entraîne pas de tolérance et non pas la méthadone. Pour l'item C, il était vrai. Sous TSO bien dosé, le patient est dit sevré. Ça, c'est un truc à retenir, ça tombe assez souvent. Pour l'item E, lors d'un traitement par la méthadone, le sevrage se fait en 3-4 semaines et pas 3-4 mois. Et enfin, la buprénorphine est moins toxique que la méthadone. Et cet item-là, il était vrai. Voilà pour moi. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous fais des gros bisous et à plus tard. Donc bonjour à tous, donc on va commencer par corriger le QCM 19. Alors pour le QCM 19, l'item A il était vrai. La cocaïne elle est bien classée comme stupéfiant, qu'elle soit sniffée, fumée, sous forme de poudre ou basée. Pour l'item B il était vrai aussi puisque consommer, transporter, acheter ou vendre de la cocaïne, ça correspond bien à des infractions à la loi. L'item C il est important qu'il soit bien compris, puisqu'en fait la cocaïne elle va être consommée dans tous les milieux sociaux. Ça va du cadre jusqu'aux chômeurs et c'est donc à mettre en opposition avec la consommation du crack, puisqu'en effet le crack il va être consommé dans des milieux marginalisés, défavorisés et violents. L'item D il est vrai, en effet la cocaïne ça correspond bien au second produit illicite le plus consommé en France, le cannabis étant le premier produit illicite consommé en France. Et l'item E il est faux puisqu'on estime que moins d'un Français sur 10 de 18 à 64 ans a déjà expérimenté la cocaïne. Ça, c'est un ordre d'idée qu'il va falloir avoir en tête. Donc pour le QCM 19, les items vrais étaient A, B et D.
Pour le QCM20, l'item A, il était faux, parce que le taux de pureté moyen du chlorhydrate de cocaïne, il est bien inférieur à celui de la pâte de coca. En effet, le taux de pureté de la pâte de coca, il est de 80%, donc c'est supérieur au taux de pureté moyen du chlorhydrate de cocaïne. Pour l'item B, il est vrai puisque le chlorhydrate de cocaïne, il va principalement être utilisé par voie nasale, donc on va parler de sniff, mais il peut aussi être utilisé en voie intraveineuse. Mais la consommation majoritaire, elle va se faire par voie nasale. L'item C est vrai puisque le chlorhydrate de cocaïne, il est plus cher que l'héroïne. En effet, dans le cours, c'est précisé que 1 gramme de cocaïne, c'est environ 75 € contre 35 à 40 € pour 1 gramme d'héroïne. L'item D est vrai, le crack est très pur en cocaïne, c'est quelque chose qu'il va falloir avoir en tête. Le crack est donc très pur en cocaïne. L'item E, il est faux puisque le crack, il est également appelé freebase et il est obtenu par chauffage du chlorhydrate de cocaïne. Pour ce genre d'item, je vous conseille d'avoir en tête les différentes méthodes et les différents produits qu'on va utiliser pour arriver aux différentes substances. Donc pour le QCM20, les items vrais étaient B, C et D. Pour le QCM21, l'item A et l'item B, ils vont ensemble. En effet, pour ces deux QCM, il faut bien avoir compris la différence entre le métabolisme et la pharmacocinétique. Pour le métabolisme, ça correspond au devenir de la molécule chimique en elle-même, c'est-à-dire quels vont être ses métabolites, quels vont être les enzymes qui vont participer à sa transformation. Et la pharmacocinétique, elle, ça va s'intéresser aux concentrations et au temps qui vont permettre d'arriver à ces concentrations. Donc, quand on regarde la définition de ces termes, le métabolisme de la cocaïne, il va être indépendant de la voie d'administration, puisque qu'on fume notre cocaïne ou qu'on l'injecte, elle va avoir les mêmes métabolites et elle va être transformée par les mêmes enzymes. Alors que la pharmacocinétique de la cocaïne, elle est dépendante du mode de consommation, puisque lorsque la cocaïne va être consommée par voie nasale ou par voie intraveineuse, on ne va pas avoir les mêmes concentrations maximales et on ne va pas non plus avoir le même temps pour arriver aux concentrations maximales. Pour l'item C, il était faux puisque la T1,5 d'élimination de la cocaïne, elle est de l'ordre de 30 minutes à 1h30. Donc c'est aussi une échelle qu'il faut avoir en tête. Et ici, ce qu'il fallait comprendre aussi, c'est que la T1,5 d'élimination, ça correspond au temps qu'il faut pour que la concentration maximale soit divisée par 2. Pour l'item D, il est vrai puisque usuellement il est possible de détecter de la cocaïne dans le sang 5 heures après une prise. C'est vrai puisque la fourchette de détection de la cocaïne, elle va être de 3 à 8 heures après une prise. Pour l'item E, il est vrai puisque le benzoyl méthylhexgonine, il est toujours rapidement métabolisé. Donc cet item, il était intéressant puisqu'il permet de voir que pour parler de la même chose, on peut utiliser 3 termes différents. La cocaïne, l'ester méthylique de la benzoylhexgonine et le benzoyl méthylhexgonine. Donc c'est 3 termes qui sont différents pour désigner la même chose. Donc pour le QCM21, les items vrais étaient D et E. Pour le QCM22, l'item A était vrai puisque le benzoylhexgonine, BZ2, donc terme à pas confondre avec les deux précédents, il est obtenu grâce à des enzymes présentes dans le plasma et dans le foie, c'est vrai. Ces enzymes, ça va être le butyrylcholinéstérase ou le carboxyestérase de type 1 ou HCE1. Et pour aller plus loin, on peut aussi savoir que ces enzymes, ce sont des enzymes non spécifiques et elles vont permettre de l'hydrolyse de la fonction méthylester. Pour l'item B, il était faux puisque les voies enzymatiques transforment 30 à 50% de la cocaïne en benzoylhexgonine. Ça, c'est des chiffres du cours. Pour l'item C, il est faux puisque le benzoylhexgonine ou BZ2, c'est le métabolite majeur qui est inactif. Il ne va pas avoir d'action psychoactive. L'item D était vrai puisque la T1,5 de la BZ2, elle est usuellement inférieure à 24 heures. C'est vrai puisque la T1,5 de la BZ2, elle est de 4 à 7 heures, quelle que soit la voie d'administration. Pour l'item E, il était vrai puisque le cocaéthylène, il témoigne de l'absorption simultanée de cocaïne et d'alcool. Donc quand on va consommer de la cocaïne et de l'alcool simultanément, on va avoir un métabolite qui est spécifique, c'est le cocaéthylène. Pour le QCM23, l'item A est vrai, sous forme sniffée, la biodisponibilité de la cocaïne, elle est de l'ordre de 85%, c'est vrai. Pour l'item B, il est faux puisque la concentration maximale de la cocaïne sous forme sniffée, elle est atteinte en 45 minutes et pas 45 secondes. En fait, cet item, il permet de montrer
que, contrairement à l'idée reçue qu'on pourrait avoir, lorsqu'on va sniffer de la cocaïne, la Cmax, elle va arriver un peu plus tardivement que ce à quoi on pourrait penser, c'est-à-dire 45 minutes. L'item C, il est faux puisque la BZ2, c'est le métabolite principal de la cocaïne. L'item D, il est faux puisque la cocaïne, sous forme injectée, elle a un T1,5 de l'ordre de 35 à 90 minutes. Ici, le piège, ça reposait sur le fait qu'on avait échangé T1,5 et Tmax. En effet, donc T1,5, c'est le temps que l'on va observer pour que la concentration maximale soit divisée par 2, tandis que le Tmax, c'est le temps que l'on va observer pour que on observe la concentration maximale, qui est ici donc de l'ordre de 5 minutes. Et enfin, pour l'item E, il était vrai puisque la consommation de cocaïne sous forme fumée, lors de la consommation de cocaïne sous forme fumée, la quantité absorbée, elle dépend bien du type de pipe à crack et de l'expérience du sujet. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Donc, on se retrouve pour ces 3 derniers QCM. Donc, pour le QCM 24, il y avait la A, la B et la E qui étaient vraies. Donc, la A est bien vraie chez les bébés de mères consommatrices de cocaïne. On retrouve une cocaïnémie détectable plusieurs jours après la naissance. Il faut savoir que la cocaïne, par exemple, comme l'alcool, ce sont des substances qui vont passer la barrière placentaire. Ça veut dire que quand la mère va consommer de la cocaïne, ça va aller jusque dans le sang du bébé. Donc, quand il va naître, il va pas directement consommer la cocaïne, mais par ce biais de passer la barrière placentaire, il va avoir une cocaïnémie qui va être détectable. Ensuite, la B est bien fausse, l'exposition passive à la fumée de cocaïne est insuffisante pour rendre positif un test de dépistage urinaire. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites pour justement aboutir à ça. Ça veut dire qu'on place des gens dans une pièce, on les expose à de la fumée de cocaïne et du coup, on va après tester dans leur sang, dans leurs urines, les concentrations de cocaïne et il s'avère que c'est insuffisant juste quand on a une exposition passive pour rendre ça positif à un test de dépistage urinaire. Ensuite, la C était fausse. Après une consommation de cocaïne, la concentration dans la salive est supérieure à celle du plasma. Donc ça, c'est bien vrai parce que quand on va prendre la cocaïne, elle va majoritairement être concentrée dans la salive, alors que dans le sang, dans le plasma, on va avoir en majorité son métabolite, genre la BZE. Ensuite, la D est bien vraie, la cocaïne est détectée dans la salive au cours de 5 à 12 heures qui suivent une prise unique, que ce soit en intraveineuse, inhalée ou sniffée. Donc ça c'est vrai, c'est hyper long. Le temps est de 5 à 12 heures de détection dans la salive, ça reste hyper longtemps. Ensuite, la E est bien vraie. On peut affirmer une consommation de cocaïne par une analyse capillaire. Donc ça c'est aussi vrai, dans certaines drogues, on va analyser les cheveux. On va analyser leur concentration des molécules justement qu'on souhaite chercher. Par exemple, que ça peut être leur métabolite, la molécule principale. Et on peut établir certains taux et à partir d'une certaine concentration, on peut dire qu'il y a oui ou non eu consommation de cocaïne. Donc là, ici, il faut que ça soit supérieur à 0,5 nanogrammes par milligramme. Ensuite, pour le QCM 25, il n'y en avait que 2 de vrais, la C et la E. Donc la A était fausse. L'effet de la cocaïne résulte d'un mécanisme compétitif au niveau des sites de transport actifs de la dopamine et non pas de la sérotonine. Il faut savoir que la dopamine, c'est apparenté à la molécule du plaisir. Donc quand on va consommer de la cocaïne, ça va être une hypersécrétion de dopamine dans le cerveau. Il va avoir on va dire, masse de dopamine. Et donc, ça va hyper activer toute cette zone-là, et notamment le système de récompense. Donc, il va avoir une hypersécrétion. Le système de récompense, c'est impliqué dans, on va dire, tout ce qui est renforcement positif. Donc, c'est pour ça que il va avoir, genre, comme c'est aussi une molécule qu'on dit la molécule du plaisir, on va avoir tendance à être euphorique, à avoir de l'empathie pour tout le monde, etc. Ce sont les effets recherchés lorsqu'on consomme de la cocaïne.
Donc, ce système de récompense, c'est un système qui regroupe plusieurs structures cérébrales et du coup se trouve bien au niveau de la région cortico-mésolimbique. Ensuite, la D est fausse. Lors d'une consommation de cocaïne, l'augmentation de la dopa entraîne une stimulation continue qui entraîne l'effet flash et non pas l'effet planète. Donc, il ne faut pas se mélanger ici. Donc, l'effet planète correspond à une partie des effets pour l'héroïne. Mais l'héroïne a aussi un effet flash. L'héroïne va avoir l'effet flash plus l'effet planète qui va donner l'effet lune de miel. Ici, la cocaïne va avoir l'effet flash, donc cette hyperactivité, etc. Et une autre phase qui va être la phase de crash et de descente. Donc ici, l'effet planète ne concerne que l'héroïne. Ensuite, la consommation de cocaïne entraîne un sentiment de toute puissance. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça hyperactive, par exemple, une hyperactivité motrice, etc. Ça va avoir des effets hédoniques. Donc c'est la recherche de plaisir, d'être attiré par les gens, de vouloir un contact. Donc ça, c'est bien sûr les effets qui sont recherchés quand on veut consommer de la cocaïne. Et ensuite, pour terminer ce dernier QCM, on va avoir la B, la C et la D qui sont vraies. Donc la A est fausse, comme je vous disais tout à l'heure, la perturbation de la recapture de la dopamine entraîne une déplétion, c'est le crash ou la descente. En fait, on va avoir cette hyperactivité où on va avoir beaucoup de neurones dopaminergiques en action pendant la phase de flash. Et cette dopamine va être recapturée. Ça veut dire qu'il va y avoir une diminution du coup de ces dopamines. Et là, on va avoir cette phase de crash et de descente. Ça peut être donc des dépressions, des risques suicidaires, des vraiment cocaïne blues, on appelle ça. Et c'est vraiment l'effet où on n'est pas du tout bien et on va vouloir reprendre la drogue, la substance, pour avoir une hypersécrétion des neurones dopaminergiques et avoir cet effet flash. En fait, on ne recherche pas à avoir l'effet crash quand on consomme de la cocaïne. Et donc, ça peut s'accompagner, cette phase de crash et de descente, par des convulsions tonico-cloniques. Alors, c'est quand les muscles se raidissent et on a des spasmes musculaires. Par exemple, vous avez l'image des crises d'épilepsie. Là, c'est un petit peu pareil, c'est des convulsions tonico-cloniques. Ensuite, la C est vraie. Lors d'une consommation de cocaïne, l'intensité de l'activation du système de récompense, donc là où ça agit, on parlait tout à l'heure, dépend de la voie d'administration. Donc c'est vrai que qu'on soit, par exemple, qu'on se l'injecte en intraveineuse, qu'on le sniffe, qu'on l'inhale, etc., ça ne va pas avoir la même intensité sur le système de récompense. Et donc la D est bien vraie, la cocaïne sous forme de crack induit plus rapidement une dépendance que lorsqu'elle est consommée par voie nasale. Donc ça aussi c'est vrai, la forme crack est la plus toxicomanogène, on va dire. Celle qui va induire un taux de dépendance beaucoup plus élevé que par exemple la voie nasale. Ensuite, c'est faux, donc c'est bien l'hypertension, la tachycardie, donc c'est quand le cœur s'accélère, la vasoconstriction, c'est quand les vaisseaux vont se resserrer, font partie des complications physiques les plus fréquentes lors d'une consommation de cocaïne. Donc comme là c'est dit, ces complications affectent bien sûr les vaisseaux coronariens et cérébraux. Donc vous pouvez donc imaginer les différents troubles et conséquences que ça peut avoir donc sur le cerveau et sur le corps en général. Donc voilà, on en a fini pour cette correction. Donc on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. On vous a mis sur Community des fiches de l'UE7 sur les différentes parties, handicap, toxicologie et santé publique. Donc il y a des fiches des années précédentes et il y a aussi des nouvelles fiches que vous pouvez vous réapproprier et modifier puisqu'elles sont en Word. Donc ça vous fait une base et c'est quelque chose que vous pouvez mettre de manière plus synthétique si vous voulez un peu résumer vos cours. Donc voilà, on vous a sorti aussi en toxicologie des cartes didactives. Ça veut dire on va aussi peut-être en rajouter avec une partie où on a la question et une autre partie où on a la réponse. Et l'idée, c'est de cacher la réponse et en fonction de répondre à ces différentes petites questions
Ça, c'est plus ludique que faire des calls, etc. Et souvent, en variant les différentes méthodes d'apprentissage, on apprend mieux et on retient mieux certaines parties. Donc, si ça peut vous aider, elles sont disponibles sur Community. Du coup, ben, on se retrouve la semaine prochaine en présentiel. Et voilà, on vous souhaite beaucoup de courage et bisous.